Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Merci et bienvenue sur Urban FM 104.5, la station urbaine. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir connecté sur notre radio, la meilleure radio de la capitale. Rappelez donc, nous sommes en vacances, mais chaque vacances, nous avons toujours des invités spéciaux. Et quand on parle d'invités spéciaux, Mosley est avec nous. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, très bien. Et à la forme? Oui, à la forme. Alors aujourd'hui, on reçoit qui? Aujourd'hui, nous recevons Cyrian Vouranjami, que beaucoup connaissent parce que c'est pas la première fois qu'on va le recevoir dans cette émission. Il est secrétaire général adjoint, chargé des élections et des relations extérieures du Parti démocratique gabonais. D'accord, Gina, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Super bien et toi? Et à la forme? Il y a la super forme. D'accord, alors, monsieur Vouranjami, bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois qu'on vous reçoit, s'il vous plaît. Fallon, tu peux ajuster son micro, s'il te plaît. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça fait près d'un bon bout de temps que vous êtes maintenant à la direction générale des œuvres universitaires. Comment ça se passe là-bas? Écoutez, ça se passe, on va dire très bien dans la mesure où je suis arrivé à la tête de cette administration en avril dernier, dans un contexte, on va dire, particulièrement difficile, parce que c'était quand même une période assez sensible. Et au regard des problèmes auxquels sont confrontés l'ensemble des administrations gabonaises, peut-être pas seulement gabonaises, africaines, donc nous traversons quand même des situations particulières du point de vue économique. Et il s'est agi d'abord de poser un diagnostic des centres universitaires, parce que la problématique que nous avons souvent, c'est un problème de cohérence des politiques publiques. Et lorsque souvent, malheureusement, il y a des changements à la tête des administrations, il y a quelquefois la cassure en termes de continuité des dispositions ou encore des visions ou des stratégies politiques initiées par les prédécesseurs. Donc, il fallait éviter cette cassure, plutôt analyser ses forces et ses faiblesses, et essayer de proposer une offre de services publics aux étudiants qui pouvait donc s'adapter, n'est-ce pas, au contexte actuel et répondre un peu plus efficacement à leurs besoins. Il y a notamment l'épineux problème de l'hébergement des étudiants. Vous savez très bien que la capacité d'accueil de nos campus universitaires ne répond pas totalement à la demande. La population estudiantine est évaluée à peu près à 60 000 âmes au Gabon. Wow. Ce qui fait que, en termes d'offres d'hébergement, c'est quand même une problématique assez énorme. Il y a à côté le problème de la restauration. Il y a à côté également le problème du suivi médical, de la couverture médicale. Et il y a tout ce qui concerne notamment l'accompagnement socio-culturel, éducatif et, on va dire, sportif de cette population assez sensible. Donc vous comprenez que c'est tellement complexe qu'il fallait prendre le temps de diagnostiquer les choses. Et à l'heure où je vous parle, nous avons mis en place un plan d'urgence pour pouvoir juguler un tant soit peu les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants particulièrement. Mais depuis que vous êtes là, vous avez déjà pris la mesure des choses. Alors, vous avez déjà maîtrisé un peu les contours et les détours, alors que les gens voyaient ça comme une certaine façon de vous écarter de la présidence. Est-ce que c'est vrai cette rumeur? Non, pas du tout. Vous savez, à un certain niveau de responsabilité, on devient des hommes de mission, pas des hommes de grade ou de positionnement. Non, ça n'a rien à voir. Et la mission que le chef de l'État et le Premier ministre
et le gouvernement, particulièrement le ministre de l'enseignement supérieur, ont bien voulu confier à ma modeste personne, j'allais dire, est une mission très sensible, très délicate, parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Vous savez, les étudiants, comme je l'ai toujours dit, c'est l'avenir de notre pays. Vous voyez, c'est un maillon essentiel en termes d'enjeux, du devenir de notre nation. Ce que nous voulons faire de notre nation dépend de la qualité, de la formation, de la santé, de l'équilibre psychologique, mental, moral de cette population estudiantine qui est la relève de demain. Vous savez, si un étudiant est aigri, si un étudiant est mal logé, si un étudiant est frustré, n'est-ce pas, il ne peut pas, lorsqu'il deviendra un cadre, un responsable quelque part, apporter, et s'il est surtout mal formé aussi, parce qu'il y a aussi des aspects pédagogiques qui interviennent. Mais le Centre national des universités voulait savoir ce que nous avons initié, c'est qu'il fallait déjà partir de la vision classique des centres universitaires qui consistait uniquement à faire du logement, de l'intendance pour les étudiants et du sport. Donc, oui. Il fallait changer la donne et adapter les choses au contexte actuel mondialement parlant. Oui. Il s'agit que les œuvres universitaires ou le Centre national des œuvres universitaires deviennent non seulement une partie prenante importante dans la formation de l'étudiant, mais aussi il vient désormais en complément de la mission académique confiée au rectorat. C'est-à-dire que, je prends un exemple pour être plus pratique et pragmatique, c'est-à-dire que les œuvres universitaires doivent désormais accompagner les étudiants dans le cadre du cursus de leur formation. Par exemple, nous avons par exemple initié, comme je le disais tantôt, sous d'autres cieux, avec par exemple les étudiants de l'Université des sciences techniques de Massoukou, des projets pour mettre par exemple en place une unité de transformation des déchets, parce que ces ingénieurs qui sont formés autant au même niveau que les ingénieurs qui pourraient venir d'ailleurs, peuvent également apporter des solutions non seulement sur le plan universitaire, mais aussi des solutions qui peuvent impacter, n'est-ce pas, leur environnement et peut-être leur pays. C'est ainsi que ces étudiants sont en train de concevoir cette unité qui va peut-être voir le jour si tout se passe très bien au cours de l'année prochaine. Et on a par exemple avec les étudiants de l'INSA, donc l'Institut national d'agronomie, mis en place en étude pour l'instant, puisque ça n'a pas totalement démarré, un projet pour juguler par exemple la difficulté de l'approvisionnement en denrées alimentaires. Vous savez, c'est des ingénieurs agronomes qui sont formés autant qu'ils viendraient, je sais pas moi, de Canada, de la France, n'est-ce pas? C'est le même cursus de formation. Et pourquoi ne pas mettre à contribution cette main-d'œuvre qui ne demande qu'à être utilisée? Donc, par exemple, le Centre national des œuvres universitaires consacre à peu près 200 ou 300 millions l'année pour acheter tout ce qui est produits maraîchers. Donc, à partir de ce moment, ces ingénieurs-là, on peut leur confier ce projet-là, au lieu que nous puissions nous tourner toujours vers des partenaires économiques qui, ma foi, souvent, voilà. Donc, ce sont ces étudiants-là qui ont ce projet pour faire en sorte que d'ici, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être l'année suivante, être en mesure, n'est-ce pas, de répondre à ce besoin de leur environnement. Et pourquoi pas impacter leur environnement immédiat, notamment la ville, la province, et pourquoi pas le pays. Ah, d'accord. Oui. Donc c'est cette dimension-là qui permet que nous puissions accompagner, être pour l'étudiant, l'opportunité pour lui d'expérimenter, n'est-ce pas, les notions académiques qu'il aura acquises au rectorat durant sa formation. Ça, c'est un pan de l'action que vous menez actuellement au niveau du CNU, dont je rappelle que vous êtes le directeur général. Mais qu'est-ce qui est prévu concrètement en dehors de ces aspects-là dans le plan d'urgence que vous avez mis en place? Voilà, c'est ce que je voulais. Bien, dans le plan d'urgence, ce qu'il faut déjà j'ai annoncé là une vision. Une vision, comme vous le pouvez bien le comprendre, doit respecter un certain nombre de critères pour que nous puissions avoir la chance de l'atteindre, ces objectifs-là. Parce que ce qui fait en sorte que c'est un projet, n'est-ce pas, reste dans le cadre des annonces, c'est simplement que l'étude n'est pas
maîtrisé. On n'a pas maîtrisé les facteurs clés de réussite de ces projets-là. Donc, pour nous, il fallait d'abord donc poser ce diagnostic. Ensuite, de ce diagnostic va dépendre un cadre stratégique donc, qui établit les actions à mener, évaluer en termes de temps, en termes de coûts, et mettre en place les équipes de projet qui sont censées, qui sont à même de faire en sorte que nous puissions atteindre ces objectifs. Donc, pour répondre je réponds à votre question pour dire que dans ce plan d'urgence, il s'agit de faire en sorte que à la rentrée académique prochaine, n'est-ce pas, l'étudiant, lorsqu'il rentre dans son milieu universitaire, du moins en ce qui concerne les missions du CNU, il ne puisse plus être ce qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ce qu'il est aujourd'hui comme un émargé de la société. Parce que je le dis, on ne peut pas concevoir que dans un pays qui a des ambitions, on va dire, qui rivalisent avec ceux des nations très fortes et très grandes sur la planète, nous ne puissions pas répondre à l'offre de services publics, notamment en termes d'hébergement de l'étudiant, dans les conditions qui lui permettent d'être, n'est-ce pas, en mesure, n'est-ce pas, de disposer de toutes ses facultés intellectuelles pour assimiler non seulement les notions qu'il apprend, mais être capable de les digérer et de les expérimenter. Et c'est pourquoi vous faites bien de le souligner quand vous parlez de l'offre d'hébergement. Voilà. Le besoin le plus pressant aujourd'hui, prenons le cas de l'université Omar Bongo, c'est le campus université. À quand sa réouverture? Est-ce que c'est déjà bien ficelé dans votre plan d'urgence? Dans le plan d'urgence, vous comprenez ce que veut dire un plan d'urgence? Ça veut dire que ce n'est pas déjà quelque chose à long terme. Parce que c'est urgent, d'accord? Donc c'est quelque chose qui doit se faire immédiatement. Vous comprenez très bien que construire ou reconstruire un campus, ça ne peut pas se faire dans l'urgence. C'est quelque chose qui doit être étudié. Donc le campus ne sera pas ouvert peut-être à cette rentrée? Non, il faut savoir que le service tel qu'il est organisé, il est, on va dire, compartimentalisé de façon à ce que nous puissions juguler. Parce que la difficulté que vous posez au niveau de l'université Omar Bongo ne se pose peut-être pas à l'université des sciences et techniques de Massoukou ou encore ailleurs. Donc, nous avons, dans ce cadre-là, pour tenter de juguler cette problématique-là, des solutions parallèles qu'il ne s'agit pas ici d'annoncer sur les médias parce que ça relève quand même de l'ordre de la stratégie. Et donc, il est important pour nous, disons, on ne peut pas, n'est-ce pas, permettre ou laisser la situation perdurer que l'étudiant puisse parcourir des kilomètres dans des conditions de transport peut-être, on va dire, dangereuses pour accéder, n'est-ce pas, à son lieu d'apprentissage où il est censé assimiler des notions assez complexes. Donc, cette problématique-là, on doit juguler cette problématique de l'hébergement. Ensuite, il faut que l'étudiant, aussi dans cet environnement, trouve un environnement qui soit accueillant. Donc, du point de vue de l'environnement, il faut aussi des politiques qui vont être initiées, notamment la maintenance, n'est-ce pas, des équipements, mais des espaces verts également, faire en sorte que dans ce milieu-là, nous ne puissions plus être confrontés au spectacle ahurissant que nous vivons dans les universités où les étudiants sont hébergés à 4 à 6 dans des chambres et dans des conditions d'insalubrité peu recommandables. Donc, à ce niveau également, il y a donc un plan. Ensuite, des objectifs, j'allais dire, mais également sur le plan de l'hébergement, enfin de la restauration. Là aussi, à notre arrivée, déjà, on a corrigé quelque chose qui était pas compliqué à faire. Les étudiants n'avaient pas droit à un repas complet. Alors, nous disions que quelqu'un ne peut pas être assujetti à un programme assez, comment dirais-je, contraignant et dense, du point de vue des matières qu'ils sont appelés à assimiler, et ne pas avoir un repas équilibré. Donc, il fallait, sur le plan de la diététique, mettre en place des menus qui puissent apporter à nos étudiants suffisamment de calories, n'est-ce pas, qui puissent leur permettre justement d'assimiler correctement leurs leçons. Monsieur Vourandiami, oui. je vous ai bien écouté dans le plan d'urgence que vous allez mettre en place pour le cas des universités. J'avais quand même une question très intéressante qui concerne la sécurité au sein des établissements scolaires. En ce qui concerne l'université Omar Bongo Ondimba, il y a une partie de l'université qui a été
littéralement bradé à des maraîchers étrangers qui plantent littéralement leur culture et donc se livrent à leur business au sein même de l'université, quand l'université est ouverte à tout le monde et on peut noter le nombre de braquages et d'agressions qu'il y a eu rien que pour l'université Omar Bongo. Pour parler de l'USS, l'Université des sciences de la santé, il n'y a pas longtemps, il y a une étudiante qui a été agressée et qui est décédée là-bas. Est-ce que vous avez véritablement pris cette question de la sécurité comme une question importante et urgente pour la rentrée prochaine? Et qu'est-ce que vous vous apprêtez à mettre en place? Justement, vous m'avez pas laissé le temps de développer, n'est-ce pas, dans ce qui est le contenu du plan d'urgence, n'est-ce pas? Mais pour répondre directement à votre question concernant la sécurité, nous avons posé la problématique au nouveau ministre de l'enseignement supérieur pour dire que la question de l'ouverture ou non à nouveau du campus universitaire méritait un traitement immédiat. Parce que si ces bâtiments-là, ces pavillons qui sont à l'UOB ne sont pas réfectionnés, ne sont pas habités, occupés, surveillés en même temps, ils s'y pratiquent à l'intérieur, mais des trafics dont je n'ai pas envie d'évoquer ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Cela dit, cela nécessite aujourd'hui de prendre une décision radicale. Mais vous comprenez bien que cette décision ne m'incombe pas en tant que simple directeur général du Centre national des œuvres universitaires, parce qu'elle implique un niveau de responsabilité assez élevé. Et le Premier ministre, n'est-ce pas, en est particulièrement informé. Et là encore, je ne voudrais pas révéler, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais là encore, il y a une stratégie qui est mise en place, qui devrait en principe voir le jour dans les prochains mois. Donc, c'est pour dire que c'est une question préoccupante, mais au-delà de tout, il faut absolument comprendre que nous ne pourrons pas assurer la sécurité totale ou convenable des étudiants si les étudiants eux-mêmes ne sont pas impliqués dans la stratégie ou dans la réflexion déjà et dans la stratégie. C'est pour ça que je disais tantôt que le Centre national des œuvres universitaires, dans la quintessence de sa nouvelle vision, il est question d'utiliser, d'impliquer à tous les niveaux l'étudiant, le mettre au centre de son devenir, au centre de l'organisation dans laquelle il évolue, parce qu'ils ont des solutions. Ils ont des solutions. Donc à ce niveau également, nous avons discuté avec les mutuelles des universités, des grandes écoles, qui ont avancé des idées, mais pertinentes à ce niveau-là, et nous avons débuté, n'est-ce pas, j'allais dire de manière visible, des actions, notamment en termes de nettoyage, en termes de terrassement. Il y a eu, dans les 3 mois qui ont suivi ma prise de fonction, vous pouvez vous en rendre compte, des évolutions énormes en termes de sécurisation des espaces dans lesquels les étudiants évoluaient. Donc à ce niveau, c'est une question préoccupante, mais qui est à la fois complexe, mais il y a des solutions qui sont préconisées. Monsieur Vouranjami, sur le plan politique, vous êtes un cadre du PDG, les élections arrivent. Quelles sont les dispositions que vous allez prendre? Bien. Parce qu'on sort d'une grosse crise politique. Du moins, est-ce que, en termes d'organisation, non seulement votre formation politique, mais également l'ensemble des membres chargés des élections, à votre avis, ont mis en place un mécanisme qui ferait qu'on ne vive pas la même situation que 2016? Bien, je voudrais d'abord regretter le fait que nous sommes passés très vite sur la question des œuvres universitaires. Cela dit, on aura peut-être une autre occasion. Je vous rejoins parce que moi aussi je regrette un petit peu qu'on soit directement à la politique. D'accord, mais pour répondre à votre question, s'agissant donc des élections à venir, ce qu'il faut dire, c'est que le PDG a fait sa mue. D'accord? Le PDG a acquis, j'allais dire, des nouveaux outils de gouvernance et des nouvelles méthodes d'action. Pour ainsi dire que le PDG est désormais prêt à affronter les nouvelles et les prochaines joutes électorales. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, permettez-moi de vous faire un narratif. Celui de rappeler qu'en 2009, lorsqu'il arrive
au pouvoir, donc, lorsqu'il accède à la magistrature suprême, le distingué camarade président, Ali Bongo Ondimba, président du Parti démocratique gabonais, président de la République chef de l'État, a été, à mon sens, un visionnaire futuriste. Un visionnaire futuriste parce qu'il a annoncé un concept à l'époque, j'allais dire, révolutionnaire. Révolutionnaire parce qu'il était inhabituel aux sociétés africaines, aux organisations continentales. C'était celui de l'émergence du Gabon, qui est devenu plus tard l'émergence de l'Afrique parce que ce concept a été adopté et accepté par tous les pays sur le continent. Et pourquoi ce concept est-il futuriste? Parce que simplement, aucun pays à l'époque africain, de la sous-région particulièrement, ne pouvait assimiler, même pas penser un tout petit peu, que nous aussi, nous pourrions rêver et accéder à ce niveau de développement. C'était quasiment impossible, impensable. Mais dans ce contexte, on va dire apathique, dans ce contexte de confusion, où plus rien ne se faisait de concret, Ali Bongo Ondimba a été le premier chef d'État africain à annoncer que sa vision consistait à faire du Gabon un pays émergent. Et beaucoup l'ont pris pour un rêveur, quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Mais sauf que lorsque nous avons vu à quelle vitesse il a déployé des projets de grande envergure, eh bien, il y a eu comme un voile qui est tombé des yeux, non seulement de la population gabonaise, mais aussi des autres chefs d'État africains qui ont finalement adopté. Mais monsieur Mvouadjoumi, cette vision aujourd'hui souffre quand même de contestation par rapport au climat social qui est en vigueur dans notre pays. Tout à fait. Je voulais justement vous faire ce narratif pour vous donner, mettre à portée de l'eau à votre moulin, pour permettre à ce que vous puissiez avoir une plus large vision de la discussion et donc susciter ce genre de questions auxquelles je vais répondre directement pour dire que la contestation à laquelle vous faites allusion n'est que le fruit, la conséquence d'un phénomène social qui est en train de se mettre en place. C'est celui de l'avènement du nouveau monde qui doit, comment dirais-je, produire ou créer la disparition de l'ancien monde. Maintenant, vous allez me demander c'est quoi le nouveau monde et c'est quoi l'ancien monde. C'est ce que je m'apprête à vous demander. Vous voyez que j'anticipe sur vos questions. Pour dire que lorsque Ali Bongo parle de l'égalité des chances, eh bien, c'est un phénomène, j'allais dire, qui a été longtemps décrié, qui a, j'allais dire, fait des dégâts dans notre société. Parce que vous ne pouviez pas accéder à certaines responsabilités, vous ne pouviez pas accéder à certaines opportunités, vous ne pouviez pas accéder à certaines fonctions dans ce pays si vous n'étiez pas issu d'une certaine famille, si vous n'émergez pas dans un certain camp politique. Ali Bongo est simplement venu prendre à contre-pied l'ensemble de la société gabonaise, y compris son parti politique, y compris sa famille biologique. C'est fut une, comment dirais-je, une vision qui a pris à contre-pied l'ensemble de la société gabonaise. Pensez-vous que cette vision aujourd'hui est une réalité? Mais bien sûr, je suis en train de vous dire que uniquement sur le plan politique, sur la promotion de l'élite politique et peut-être administrative. Non, ce n'est pas l'élite politique ou administrative. Mais monsieur Mvouadjoumi, prenons le système éducatif gabonais. J'en viens juste prenons le système éducatif gabonais. Quand on regarde aujourd'hui, ce sont les enfants des familles démunies qui sont dans les écoles publiques et les enfants des riches sont dans les écoles, on va dire, à l'étranger. Ou à l'étranger ou dans des meilleurs instituts privés au niveau de notre pays. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler d'égalité des chances? J'ai dit l'égalité des chances est une réalité. Et concernant le domaine de l'éducation dont vous parlez, je dis la question de l'éducation de l'enfant n'incombe pas premièrement à l'État. Elle incombe aux parents d'élèves. N'est-ce pas? Il existe des phénomènes dans notre pays où des hommes s'octroient des libertés d'être géniteurs d'enfants dont ils ne sont pas capables ou volontaires, peut-être même,
d'en prendre et d'assumer les responsabilités en termes d'éducation. Mais n'oublions pas que l'éducation est obligatoire au Gabon jusqu'à 16 ans. Donc l'État a le devoir régalien de mettre les conditions dans ces infrastructures publiques pour faire en sorte qu'il y ait une égalité d'accès. On ne peut pas parler d'égalité des chances. Il n'y a pas d'inégalité d'accès au niveau, pas des structures publiques en ce qui concerne l'enseignement. Vous ne pouvez pas aller dans un établissement primaire ou secondaire et dire que vous ne pouvez pas inscrire votre enfant. Vous prenez le cas du secteur privé. Le secteur privé, parce que vous dites qu'il y a des enfants des riches qui sont dans les écoles conventionnées, mais les écoles conventionnées et tout le reste, ce sont des structures privées. Alors si vous avez la latitude, la liberté aussi, d'aller inscrire votre enfant et payer des coûts exorbitants pour je ne sais pas quelle formation à la fin, parce que souvent ces enfants, lorsqu'on arrive aux épreuves de baccalauréat ou de BEPC, on voit que la différence ne se fait pas sentir du point de vue du résultat scolaire. Bref, ce que je veux dire, toujours dans le sens de l'éducation, dans le domaine de l'éducation, en parlant de l'égalité des chances, mais nous avons dans ce pays eu la transformation, la mutation de la direction générale des bourses et stages en agence nationale des bourses et stages. Vous avez aujourd'hui un accès égalitaire à la bourse. Personne au Gabon, si vous prenez les chiffres de l'Agence nationale des bourses et stages, aujourd'hui, nous avons atteint des proportions jamais égalées en termes de redistribution des bourses aux étudiants gabonais. Est-ce qu'aujourd'hui c'était pour des dessins raisonnés ou c'était juste pour le clientélisme politique, monsieur Ngouandjami? Ça n'a jamais été le clientélisme politique. Parce que quand on regarde les réformes qui sont désormais engagées au niveau de cette agence, on se rend bien compte qu'on s'est engagé à généraliser l'octroi de la bourse, mais à la fin, on a fini par se rendre compte qu'il fallait désormais revenir aux critères. Est-ce que ce n'est pas une façon de voir un tout petit peu un rétro-pédalage qui ferait que les autorités n'avaient pas réellement mesuré le poids de cette manne financière dont est dotée cette agence-là et qui pourrait plus ou moins devenir aujourd'hui un handicap pour le fonctionnement normal d'un certain nombre de structures au niveau du pays? Non, Mosley, il n'y a pas eu... C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut évaluer les choses dans leur contexte du moment. C'était quoi le contexte dans la création des agences? Le contexte, c'est qu'il y avait un flux important d'étudiants qui se retrouvaient sans bourse. Et cela durant plusieurs décennies. Il y avait donc une nécessité de faire une ouverture plus large pour essayer de corriger les insuffisances que nous avons accumulées sur un certain nombre d'années. Donc, aujourd'hui, recadrer la situation, la stratégie, n'est pas un rétro-pédalage. Au contraire, c'est une adaptation au contexte actuel. Maintenant que nous avons jugulé la difficulté d'accès aux bourses, il faut maintenant la structurer simplement. Il n'y a pas du tout un rétro-pédalage. D'accord. J'avais envie de revenir, M. Ngouandjami, sur ce que vous avez dit concernant l'éducation, en disant que l'éducation incombait aux parents et que depuis plusieurs années, on a observé qu'il y avait des Gabonais qui prenaient la liberté de faire des enfants sans pour autant avoir peut-être la capacité ou l'envie ou les dispositions pour les éduquer. Est-ce que vous ne pensez pas que ceci est aussi une faute ou une faiblesse de l'État? Parce que depuis toutes ces années où on a observé ce phénomène, on n'a mis aucun mécanisme en place pour protéger, par exemple, les filles, les jeunes filles mères. Je ne parle pas de la subvention qu'on leur donne, parce que là, elles peuvent s'occuper de leurs enfants. Je parle de protection véritable de la jeune fille qui a peut-être 15 ans, qui a un enfant, et qui elle-même n'a pas fini son éducation. Est-ce que l'État ne se dédouane pas un petit peu de sa responsabilité en jetant ça directement sur les parents quand les mêmes gouvernants, là on ne parle plus de la personne morale, on parle des composantes, sont eux-mêmes aussi englués dans ce type de phénomène concernant le manque d'éducation des enfants ou alors la démission parentale? Que ce soit la démission parentale, que ce soit l'éducation, c'est des notions qui sont du ressort ou de la responsabilité individuelle. Elle n'est pas collective, l'éducation de votre enfant. Vous ne prenez pas la société pour éduquer votre enfant. D'accord? Vous demandez à ce que l'État prenne des dispositions par rapport aux jeunes filles. Vous ne demanderez pas non plus que l'État aille jusqu'à contrôler, parce que ces phénomènes de jeunes filles qui ne sont pas adultes, donc qui
sont exposés à ces phénomènes, généralement, vous avez des faits qui se produisent à l'intérieur des familles, dans des maisons. Vous n'allez pas demander à l'État de venir opérer une surveillance lorsqu'il y a des phénomènes d'inceste, lorsqu'il y a des phénomènes de viols familiaux. C'est assez complexe. C'est assez complexe. L'État, pour sa part, a pris des dispositions pour que lorsque de tels agissements sont identifiés, eh bien, leurs auteurs sont punis selon les dispositions de la loi. Maintenant, ce qu'il convient de dire, en ce qui concerne les politiques publiques mises en place dans le cadre ou dans le secteur de l'éducation, vous ne pouvez pas me démontrer aujourd'hui que le gouvernement, les pouvoirs publics n'ont pas injecté suffisamment de moyens depuis 2009 dans le domaine ou le secteur de l'éducation. Mais ce n'est pas... Monsieur Mouranjami, il y a quand même beaucoup à redire sur cette question-là, parce que quand on voit aujourd'hui, on a convoqué en 2010 les États généraux de l'éducation et de la formation, et en 2018, on convoque une task force sur l'éducation. Ça sous-entend que, sachant que le rapport final des États généraux de 2010 et ce qui en est suivi comme conclusion, on n'a pas eu un début d'application. Quand on convoque une nouvelle rencontre sur l'éducation, c'est quand même une façon de dire que ce que nous avons pensé en 2010, qui n'a pas été fait, ou on a fait semblant de faire, mais il n'a pas marché, on a échoué. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un aveu d'échec, c'est ce que un aveu d'échec en quelque sorte? Il n'y a pas d'aveu d'échec. Un bis repetita. Non, pas du tout. Il faut savoir qu'il n'y a jamais une réunion de trop. Il n'y a jamais une conférence de trop. Il n'y a jamais un colloque, un symposium de trop. Parce que autant de fois que nous pouvons nous arrêter, s'asseoir, discuter, réfléchir, eh bien, c'est une opportunité à capitaliser. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut établir une certaine progressivité dans l'application des politiques. C'est tout à fait logique. Mais vous ne pouvez pas non plus reprocher aux dirigeants de s'asseoir, discuter, évaluer, contrôler. Donc, moi je dis, il y a une pertinence réelle dans la task force qui est mise en place, en ce sens qu'elle va justement évaluer les forces et faiblesses de tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant pour apporter des corrections. Donc, à ce niveau-là, nous disons que la task force est la bienvenue, et qu'il faut absolument encourager les participants à sortir une planche qui soit à même et plus adaptée à la réalité du contexte et du moment. Donc, il n'y a pas une rencontre de trop. Alors, on parle évidemment d'élections législatives, parce que avec les élections locales. Oui. Vas-y. Oui, je voulais dire, parce que moi j'ai un peu suivi les réseaux sociaux quand les noms sont sortis. Il y a beaucoup pas des grands noms du PDG, mais des jeunes qui sont dans le parti, qui ont vraiment fustigé le fait que la revitalisation n'avait pas été au rendez-vous. Parce qu'il y a des noms qu'on a sentis inefficaces pendant toutes ces années du PDG, mais qui sont quand même revenus. Des personnes qui ont été reconduites, alors que parfois il y a des contestations même au niveau de leur base électorale. On prendra le cas de Mimongo, on prendra le cas du 5e siège du département du Ouel, on prendra le cas du premier arrondissement de Libreville, où il y a eu des contestations qui ont été portées au Parti démocratique gabonais, même si on n'a pas eu de réponse concrète de votre formation politique. Et puis il y a un autre truc qui a paru un peu étrange, c'est qu'on a déjà investi des membres des autres partis. Bien, merci de poser ces multiples questions à la fois. À la fois, ça prouve le dynamisme du débat. Ce qu'il faut dire, j'étais en train de l'évoquer tout à l'heure, parce que le Parti démocratique gabonais est fin prêt, comme je le disais, pour affronter de manière sereine, n'est-ce pas, ces confrontations électorales pour trois choses, pour trois raisons. Je peux même dire que le PDG va gagner ces élections générales pour trois raisons. La première raison, c'est que le Parti démocratique gabonais est la seule et l'unique, je dis bien l'unique formation politique qui est implantée sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est un fait indéniable, incontestable,
il n'y a aucune formation politique capable d'investir de candidats sur tous les sièges. Impossible. Il n'y a pas une autre formation politique en dehors du Parti démocratique gabonais. Donc là, nous avons de manière, on va dire, mathématique, des chances de l'emporter. La deuxième raison, c'est que le Parti démocratique gabonais est la seule et l'unique, je dis bien l'unique formation politique dans notre pays qui regorge en son sein toutes les sensibilités ethno-linguistiques de notre pays. Contrairement à d'autres formations politiques qui sont des formations politiques, on va dire, régionales, à tendance clanique, parfois familiale. Donc, dans ce contexte-là, il y a de fortes chances que, mathématiquement parlant, nous puissions emporter l'adhésion du plus large consensus et du plus grand nombre d'électeurs. Parce qu'en politique, il ne s'agit pas de ce que vous valez, c'est ce que vous représentez. Dès lors que le Parti démocratique gabonais est la seule formation politique qui a un attelage plus complet, il est tout à fait naturel que, à ce niveau-là, il sera difficile pour les autres formations politiques de rivaliser avec le Parti démocratique gabonais. La troisième raison qui va répondre à votre question, à votre troisième question, c'est que le PDG est la seule et l'unique, j'ajoute une fois de plus, formation politique qui a adopté en son sein un nouveau concept politique qui est celui de la démocratie participative en interne, qui a intégré la notion du renouvellement, du rajeunissement et de l'ouverture. De l'ouverture. Non, c'est tout ça qui consacre la revitalisation et la régénération. Pourquoi? Parce que dans le concept de l'ouverture, ça répond en même temps à la question d'Afresh qui disait pourquoi le PDG aurait investi des candidats qui sont issus d'autres formations. C'est le concept justement de l'ouverture. Pourquoi l'ouverture? Parce que je disais tout à l'heure que le PDG a fait sa mue. Le PDG s'est octroyé de nouveaux outils, n'est-ce pas, de gouvernance et de nouvelles méthodes d'action. C'est justement cette capacité, parce que le PDG a s'adapté au fil du temps, au fil des ères, que le PDG a toujours, n'est-ce pas, été présent, a su toujours répondre présent, parce qu'il s'est adapté. Parce que nous n'étions plus à une ère où il ne fallait pas intégrer un certain nombre de dimensions. Qu'est-ce qui a expliqué on va dire le courroux, la colère de votre allié, du moins le parti, le président du CLR, par rapport au fait que vous ayez investi des membres de sa formation politique? Parce qu'il a fait une émission radio, sur sa radio. Mais non, mais écoutez, il faut d'abord savoir que dans le cadre... Pourtant, le CLR, c'est un allié traditionnel, sinon le plus important même de la majorité présidentielle en ce moment. Vous savez, dans le cadre du fonctionnement des groupements politiques, donc, à l'exemple, vous citez donc la majorité présidentielle, il y a que les contextes, souvent, on va dire, comme dans un jargon qu'il dit que le terrain commande la manœuvre. En ce qui concerne autant le jeu des partis politiques au sein d'une majorité est beaucoup plus clair lorsqu'il s'agit des élections présidentielles, autant il est beaucoup plus complexe lorsqu'il s'agit des élections locales. Pourquoi? Parce que simplement, on évalue la force, l'amplitude, la densité d'un parti politique au nombre de ses élus locaux et nationaux. Parce que pourquoi voulez-vous que je vous intègre dans mon attelage comme étant un allié sans savoir ce que vous valez, ce que vous représentez réellement? Donc les élections locales, surtout les élections locales, dans une moindre mesure les élections disons législatives, mais il faut savoir qu'en dehors des élections présidentielles, où un camp politique est obligé d'être solidaire parce qu'ils n'auront qu'un seul candidat à la présidentielle, autant il est plus complexe de ne pas laisser les chances à chaque parti, à chaque unité de ce grand ensemble, de pouvoir s'exprimer,
de pouvoir, parce qu'il va y avoir, au sortir de ces élections générales, un nouveau redécoupage politique qui va déterminer les forces réelles en présence. Parce que... Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la sortie du président du CLR traduit le fait que vous n'avez pas réussi à vous réunir au sein de la majorité pour décider des stratégies, soit de consensus sur certaines listes ou encore sur certaines investitures, ou simplement le PDG a voulu imposer sa vision au CLR? Mais j'ai déjà répondu à cette question aussi en disant que le contexte actuel n'impose pas, c'est-à-dire que si nous étions dans un contexte de l'élection présidentielle et que nous avions un candidat à soutenir et que le CLR, qui est un parti de la majorité, décida de soutenir un candidat qui ne soit pas celui de la majorité, là il y a un problème. Mais dans le contexte des élections locales où il y a une exigence, parce que pour nous, comme pour le CLR, c'est toujours important, et comme pour les autres partis de la majorité d'ailleurs, il est important que chacun essaye de se faire une idée, parce que quelqu'un a parlé des réseaux sociaux que nous avons suivis sur les réseaux sociaux. C'est bien, mais les réseaux sociaux, tout comme les sondages, ne sont pas les seuls baromètres du poids politique d'une formation politique ou d'un homme politique. Il y a que le véritable baromètre reste et demeure les urnes, d'où l'acteur principal, c'est le peuple. Donc c'est une opportunité, n'est-ce pas, pour chaque parti politique et pour tout camp politique de voir que représente telle ou telle formation avec laquelle je collabore. Donc pour nous, ce n'est pas un incident, ce n'est pas du tout un incident. On aurait pu aller en ticket au 6e arrondissement, comme ne pas y aller. La majorité présidentielle reste soudée et reste gagnante, parce qu'au finish, ce serait soit le CLR, soit, j'allais dire en premier, soit le PDG, à défaut le CLR, c'est tout. Donc il n'y a pas... Monsieur Fouandjami, oui. Je suis désolée de vous couper. Mosley parle beaucoup de politique, c'est son domaine. Moi, je m'intéresse beaucoup au social, je pense que vous l'avez remarqué. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui quand on parle d'élections locales et que, vous m'excuserez, c'est pas que je trouve que ce n'est pas très important, mais ça prend pratiquement tout le temps télévisé, des journaux et ainsi de suite. Quand, à chaque fois qu'un Gabonais sort de chez lui ces derniers jours, il tombe sur une poubelle qui est pratiquement à sa porte. Les Gabonais vivent dans l'insalubrité. Dans le journal de ce matin, c'était mentionné qu'on est peut-être face à une épidémie de gale qui gagne une partie de la population, due peut-être aux conditions dans lesquelles les Gabonais vivent. Quel regard portez-vous sur ça aujourd'hui? Surtout quand on sait que les autorités politiques qui sont en charge de ces questions reviennent de votre parti, le Parti démocratique gabonais. Bien. La majorité des municipalités J'aimerais vous arrêter sur cette question en rebondissant sur ce que Dafresh vient de dire, en prétendant que les responsabilités incombent au Parti démocratique gabonais parce que les responsables de l'État ou politiques sont PDG. J'aimerais éclairer la conscience collective gabonaise pour dire ceci. Depuis 1990, c'est-à-dire l'avènement de la démocratie au Gabon, nous avons un autre phénomène qui est apparu dans le mode de gouvernance ou de gestion des États en Afrique, en général et en particulier au Gabon, c'est celui des gouvernements d'ouverture. C'est quoi un gouvernement d'ouverture? C'est un gouvernement dans lequel le dirigeant ou celui qui a gagné les élections ne doit plus diriger seul. Il est obligé d'intégrer dans la gestion du pays, au motif qu'il faut garantir la paix, la cohésion, il faut qu'il y ait la participation, et cela devient même, du point de vue international, comme étant une exigence pour faire du politiquement correct. Eh bien, c'est ce politiquement correct qui nous amène des incohérences dans la gestion de l'État. Donc, vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui, personne ne peut prétendre aujourd'hui que la responsabilité incombe au PDG. Non, dans la mesure où... Monsieur Mouandjami, le conseil municipal de Libreville, par exemple, est en majorité
est dominé par le Parti démocratique gabonais. Tous les arrondissements pratiquement sont sous la coupe de votre formation politique. Donc à ce moment-là, vous voyez bien que la population ne peut pas aller incriminer ceux qui ont été associés dans la gestion. Mais d'abord, les têtes qui sont là, notamment le maire de Libreville, notamment, si on parle de tutelle, le ministère de l'Intérieur et le gouvernement en général, qui sont en majorité de coloration PDG. Donc, Mosley, je voudrais vous dire que la gouvernance ou le mode de gouvernance des collectivités locales, notamment les conseils départementaux ou les conseils municipaux, c'est un fonctionnement collégial. Ce n'est pas des administrations comme les autres où le directeur général a seul... Non, les municipalités fonctionnent par des délibérations qui sont votées par les conseillers, l'ensemble des conseillers municipaux. Et dans le contexte de la municipalité de Libreville, mais tous les conseillers municipaux de la mairie, ou enfin disons le conseil municipal de Libreville n'est pas composé uniquement de PDG. Nous sommes d'accord, mais en majorité. Mais la majorité, justement, Mais la majorité, ne veut pas dire qu'il y a une gestion absolue, des prises de décision unilatérales de la part du maire de Libreville. Je vous dis, le maire de Libreville met en application le bureau municipal, c'est même pas le maire seulement, le bureau municipal, c'est-à-dire ceux-là qu'on dit maire central, maire adjoint, ainsi de suite. C'est le bureau du conseil. Le bureau du conseil met en application les résolutions qui sont prises pendant les conseils. Le maire ou les maires, donc le bureau ne décide pas. Donc vous voulez nous faire savoir que la collégialité qui est celle aujourd'hui de nos collectivités ne prend pas en considération la question de la gestion des ordures ménagères. Non, l'inefficacité des services publics est générale, n'est-ce pas, en Afrique. Nous ne sommes pas le seul pays qui soit confronté à ces difficultés. Je l'ai toujours dénoncé, c'est ce que j'ai fait dans le cadre des œuvres universitaires, où j'ai dit qu'il est inacceptable que malgré les moyens importants mis à la disposition, n'est-ce pas, de ce secteur, nous n'ayons pas vu des résultats concrets. Et il est, pour ma part, normal de dire que la municipalité de Libreville en particulier, et en général dans tout le Gabon, on ne peut pas aujourd'hui laisser cet état des choses continuer de perdurer. Parce que si vous remarquez, c'est comme si c'était cyclique, c'est-à-dire un coup ça fonctionne bien, un coup ça fonctionne plus bien. Donc ça fait des années que ça dure comme ça. Et surtout à la veille des élections, par constat. Il n'y a pas un chantage derrière. Pourquoi à la veille des élections, Libreville sombre dans les ordures? Je n'ai pas envie de ramener notre niveau de débat à ce niveau de chercher des boucs émissaires. Ce que je dis, c'est des constats qui sont d'ordre général, et je propose des solutions concrètes pour dire que d'abord, pour corriger cet état de fait, cette conception collective qui pense que l'inefficacité ou les difficultés ou la mauvaise gestion ou les insuffisances qu'on peut décrire ici et là est exclusivement incombe au PDG. Je dis non, parce que depuis 1990, le PDG n'a jamais dirigé le pays seul. Vous avez des gouvernements régaliens qui sont occupés par des personnalités de l'opposition. Nous sommes même un pays qui fait l'exception, où le vice-président de la République est issu d'une formation politique d'opposition radicale. Donc je veux dire, enfin, de l'opposition. Il n'est pas de la majorité présidentielle, vous conviendrez avec moi. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'à ce niveau de responsabilité, toutes les insuffisances incombent au Parti démocratique gabonais. Je voudrais également relever, parce qu'on est là pour éclairer la lanterne des populations, il ne faudrait pas qu'on fasse la démagogie. Il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas de problème. Ne pensons pas que le fait qu'il y ait un problème traduise l'inefficacité ou l'incompétence ou la mauvaise gestion. Non, il y en a qui sont des dramaturges, qui essaient de récupérer à des fins politiques certains épiphénomènes, alors qu'il y a des problèmes ou des problématiques plus graves. Par exemple, je vous parlerai on va dire, d'un phénomène réel qui plombe l'action politique du Gabon, la sociologie politique du Gabon, en particulier, peut-être de l'Afrique en général, ou du moins une grande partie des pays africains.
est caractérisé par un épiphénomène vicieux, j'allais dire, c'est celui de la transhumance. La transhumance, mais voilà, c'est un phénomène qui frappe de plein fouet la société politique et qui a des conséquences. Mais le PDG accepte ça. Quelqu'un qui était dans l'opposition, qui vient raconter n'importe quoi à la télé, et puis demain il dit, à partir d'aujourd'hui, je soutiens tel, je rentre PDG, et le PDG l'accueille à bras ouverts. Sous le signe de l'ouverture. Il est nommé avec grandes responsabilités. Voilà, c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la conviction, il y a de la détermination, il y a une vous volonté encouragez ce à faire en phénomène sorte que le programme politique qui est celui de votre DCP, qui est président de la République, puisse être mis en branle? Je suis en train, justement, de vous dire qu'il y a des phénomènes auxquels on doit pouvoir s'attaquer. Parce que c'est des phénomènes récurrents qui deviennent, ma foi, dangereux pour même, comment dirais-je, l'héritage politique que nous voulons laisser dans notre pays. Ce phénomène de transhumance, il est beaucoup plus accentué dans un sens où les gens qui ont été établis en dignité, en responsabilité, au moment où ils pensent qu'ils doivent assouvir des ambitions personnelles, partent de manière fracassante du parti ou encore de la majorité pour se décliner, plutôt s'identifier comme ou se déclarer comme étant désormais un opposant au système. Simplement parce qu'ils veulent acquérir une nouvelle virginité politique. Le sens contraire me paraît assez rare. Parce que vous ne me citerez pas plusieurs cas. Il y a plus de cas qui parlent de l'opposition pour le PDG, pour la majorité, M. Mvouradjami. Il y a quand même des exemples palpables. M. Mvouradjami. C'est légion. Ou soit pour la majorité uniquement. En termes de quantité ou de qualité. Parce que si vous parlez de quantité... Peut-être par la quantité. Mais voilà. Mais le plus difficile... Parler de qualité, est-ce que vous déplorez le fait que je parle de qualité, ceux qui ont travaillé pendant longtemps à la gestion du pays soient partis dans l'opposition? Ça vous manque peut-être? Il vous manque? Pas du tout, au contraire. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Non. Je dis, si vous me permettez, ceux qui ont été en responsabilité et qui sont partis du PDG disant qu'aujourd'hui, ils deviennent des acteurs majeurs de l'opposition. Ce qui est dommage, c'est de voir que ce sont ces personnalités-là qui tuent même le rêve de l'opposition. Parce que l'opposition aujourd'hui, elle est représentée par qui? Elle est incarnée par qui? Des anciens PDGistes. C'est clair. C'est pour vous dire pourquoi ces personnalités sont-elles parties du Parti démocratique gabonais. Qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un qui est en responsabilité sur le plan administratif, sur le plan politique, pose sa démission après plusieurs décennies au sommet de l'État? C'est vous qui êtes dans les arcanes du mais c'est ce que parti. mais vous êtes suffisamment éclairé, n'est-ce pas, pour comprendre que à ce niveau-là, dès lors que vous êtes établi en responsabilité administrativement parlant, politiquement parlant, parce que vous avez des gens qui étaient présidents d'institutions, membres du gouvernement à un haut niveau, membres du comité permanent, c'est-à-dire le dernier grade au parti. Mais quand cette personnalité, qui a dans tous les aspects établi au sommet des responsabilités, claque la porte à la veille de l'élection ou pendant le processus, mais vous comprenez bien la petitesse de cette action-là, la petitesse de ce comportement. Et c'est ça qui va plomber l'opposition. Où il y a peut-être des jeunes qui ont peut-être des idées, mais qui se voient étouffés par des personnalités au motif qu'ils ont un peu d'argent ou qu'ils ont un carnet d'adresse. Donc je dis c'est regrettable. Pourquoi? Parce que le privilège du grand âge, c'est quoi? C'est le fait d'incarner des hautes valeurs, telles que la loyauté, telles que la fidélité, l'exemplarité, la dignité, l'éthique. Et quand vous avez été au sommet de responsabilité et que vous posez de tels actes, mais vous perdez le privilège du grand âge. Parce qu'à un certain âge, il y a des comportements. Monsieur Mvouradjami, nous allons aux élections législatives. Le climat social est tendu. Nous avons de plus en plus des licenciements dans les entreprises. Nous avons le chômage qui frappe de plein fouet. Et vous avez des candidats du Parti démocratique gabonais qui vont affronter les populations. Est-ce que vous pensez qu'ils parviendront réellement à trouver les mots, à les convaincre? Mais il n'y a aucun doute. Pourquoi? Parce que j'étais en train de vous dire, vous n'aimez pas les doses historiques, mais il faut vous rappeler.
que... Je suis un historien, donc je ne peux que... Très bien. Voilà. Il faut vous rappeler que de 1960 à 2009, le Gabon avait des routes bitumées évaluées à 900 et quelques kilomètres. Et que de 2009 à 2016, on a le président Ali Bongo Ondimba a bitumé 1732 kilomètres de route livrés, s'il vous plaît. C'est pas insuffisant quand même? Mais c'est pour vous montrer d'abord la notion de la progressivité, de l'efficacité. C'est-à-dire que en 7 ans, nous avons bitumé plus de routes que les 40 dernières années. Donc vous ne pouvez pas dire que les candidats du PDG n'ont pas d'arguments sur le terrain. Nous prenons le cas de la couverture médicale avec l'avènement de la CNAMGES. Vous avez aujourd'hui des maladies qui sont totalement prises en charge à 100% par les dispositions de la CNAMGES. C'est des prouesses, mais de très hautes envolées diplomatiques, politiques, sociales, économiques. Donc, on ne peut pas prétendre aujourd'hui que les candidats PDGistes n'aient pas d'argumentaire. Non, bien au contraire. Parce que le président Ali Bongo, quand il arrive, il a d'abord annoncé des mesures courageuses qui consistaient, parce que nous sommes dans une progression. Donc, il fallait jeter les bases du nouveau monde dont je parlais, puisque vous avez, je dirais pas la fâcheuse, mais vous avez l'habitude de ne pas me laisser aller au bout de mes réflexions ou de mes développements. Pour vous dire, dans le nouveau monde, il consistait à d'abord casser, mais de manière courageuse, le monopole des multinationales sur l'économie gabonaise. Vous comprenez que c'était une décision courageuse, difficile à prendre. Deuxièmement, il fallait apporter de nouveaux outils, sinon un nouveau modèle de gouvernance, n'est-ce pas, dans l'État, les services publics, notamment une offre plus efficace. Et c'est là que le président initie les 3P, les partenariats publics-privés, qui ont pour objectif, n'est-ce pas, de donner un nouveau souffle sur le plan économique au niveau des entreprises. Donc, pour susciter et juguler l'emploi, n'est-ce pas, juguler le chômage, ainsi de suite. Et la troisième dimension qu'il faille mettre en place a été celle de ramener les finances publiques au service de l'économie sociale. Contrairement dans l'ancien monde où les finances publiques étaient au service de l'économie capitaliste, j'allais dire. Vous comprenez? D'où les mesures que vous appelez confusément mesures d'austérité. Il s'agit des mesures de redressement. Ces mesures-là participent au troisième levier dans lequel nous sommes, celui de faire en sorte que la finance, n'est-ce pas, revienne au service de l'économie sociale. Pour répondre donc à votre question. Donc, il y a une telle progression, il y a une telle cohérence dans la vision qu'il a annoncée qu'il a implémentée depuis 2009, telle qu'il n'y a aucun parti politique en face, il n'y a aucune formation politique en face capable de rivaliser ou de proposer autre chose que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Comment vos candidats dans l'arrière-pays... Monsieur Voandjami, ça c'est des questions, on va dire, c'est pas une injure aux populations, c'est des questions plutôt intelligentes, c'est des réponses plutôt intelligentes. Le président a dit aussi qu'il faut arrêter avec les sacs de riz et les cartons de poule. Est-ce que les PDG vont arrêter avec ça? Et comment vous expliquez ce que vous venez de dire, ce que Dafresh appelle une explication intelligente aux populations de l'arrière-pays dont notamment les zones rurales qui sont de plus en plus dépeuplées, abandonnées à elles-mêmes parce qu'il n'y a pas d'offres réelles. Pas d'emploi, pas d'électricité, pas d'école. Pour ces populations qui sont en milieu rural. Mais vous avez constaté depuis un certain temps qu'il y a du point de vue, enfin sur le plan de l'action politique menée par le Parti démocratique gabonais, beaucoup plus des actions à caractère, à dimension sociale qui ont été posées dans l'offre politique que nous avons proposée. Si vous remarquez, c'est pour cela que ce qui justifie l'ouverture que nous avons intégrée, parce que il y avait des formations qui étaient des formations politiques de la société civile, ainsi de suite, qui avaient fait de ce domaine-là, de ce pan, leur cheval de bataille. D'où leur intégration
au sein du parti pour pouvoir répondre efficacement à cette nouvelle donne. Donc aujourd'hui, vous comprendrez bien, il suffit de regarder dans les sept derniers mois les types d'actions que le PDG a posées sur le terrain. Depuis également son arrivée, le secrétaire général Éric Dodo Bungenja s'est attelé à implémenter les très hautes institutions du distingué camarade président à la lettre. Ce qui fait que aujourd'hui, j'ai dit, sur le plan social, vous allez voir les actions pendant cette campagne qui vont être menées, mais même nous sommes en plein pied. Uniquement pour la période de la campagne? Non, je dis depuis 7 mois, si vous regardez les types d'actions que le PDG a posées sur le terrain, c'est beaucoup plus des actions à forte connotation sociale, notamment dans les actions comme la réfection des ponts publics, l'adduction en eau, l'éclairage public, notamment avec beaucoup de projets qui concernent l'éclairage solaire. Donc, moi je dis, aujourd'hui, il n'y a pas manque d'arguments. Il n'y a pas manque d'arguments, bien au contraire. Les candidats PDG, aujourd'hui, ont eu le privilège, j'allais dire le très grand privilège, d'avoir été investis par le distingué camarade président, par ailleurs président de la République. C'est un privilège. Eh bien, et ils ont également l'avantage de défendre les couleurs du plus grand parti, tel que je l'ai annoncé tout à l'heure. Donc, ils sont totalement décomplexés. Ils ont tous les arguments nécessaires pour pouvoir emporter la victoire et faire en sorte que, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect des choses, l'élection dont il est question n'est pas l'élection forcément de ces individualités. Il s'agit, l'enjeu principal, il s'agit de donner à Ali Bongo une majorité confortable à l'Assemblée nationale et au Sénat, de manière à ce qu'il puisse disposer de tous les leviers pour l'emmener à poursuivre la cohérence des stratégies ou des politiques publiques sociales qu'il a mises en place telles que je vous les ai déclinées. Donc, l'enjeu se situe à ce niveau-là. Et il est dommage aussi, puisque nous tirons à la fin de l'émission, il est dommage de constater aussi. Vous savez, il y a une loi que j'appelle souvent la loi, n'est-ce pas, des convergences dans la nature. Et c'est une loi qui fait qu'aujourd'hui, la vérité va se savoir. Il est dommage de constater que certains acteurs qui hier prétendaient être des leaders, de grands leaders, aujourd'hui, soient incapables, n'est-ce pas, de se prêter au jeu politique qui consacre justement la légitimité politique. C'est quand même incroyable, voyez-vous. Donc, il ne s'agit pas, parce que nous, si vous nous demandez de reprendre l'élection locale, là, même 10 fois, on repartira et on gagnera toujours. Donc, quand on a des arguments, quand on est bien situé, on n'a pas peur de venir à la confrontation. Sauf que, comme vous l'avez souligné, certains sont des habitués des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Certains sont les habitués des sondages. Mais le peuple gabonais, qui a atteint l'âge, la maturité politique, est là comme le seul arbitre pour rétribuer à chaque formation politique, à chaque homme politique, sa note. C'est pour cela que certains ont pris soin de disparaître avant le temps. Pour d'autres, ils ont pris le risque, j'espère, avec tout le respect que je dois à toutes les formations politiques. D'abord, il faut le dire, il faut encourager cela et noter que certains qui ont dit que les élections n'étaient pas crédibles, que les élections, mais est-ce que vous avez noté le dynamisme en termes de participation de formations politiques? Il suffit de regarder le grand nombre de listes engagées aux élections locales, le grand nombre de candidats engagés aux élections législatives pour comprendre où le grand nombre de partis et de formations politiques engagées dans ces élections. Simplement pour saluer le travail qui a été fait par la grande messe d'Angondje, n'est-ce pas, qui a vu le code électoral revisé de fond en comble. Donc aujourd'hui, certains acteurs politiques n'ont plus de raison pour ne pas venir aux élections, si ce n'est que, effectivement, là, ils craignent que la réalité
se révèlent et s'imposent à eux. Dernière question. Non, c'est bon, nous n'avons plus de temps. Monsieur Voradjamé, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons dépassé largement l'heure qui nous est accordée par notre chaîne de télé et notre chaîne de radio. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et il sera toujours un plaisir de vous recevoir ici après les élections pour faire un bilan, vu que vous êtes en charge des élections au Parti démocratique gabonais. Ce serait toujours avec le même plaisir. Merci. Surtout pour venir annoncer et décortiquer la victoire du Parti démocratique gabonais. Merci, c'était la minute politique de Mosley qui n'a pas terminé. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.